Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lami Girassi forment les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG, l'actualité, retournée dans tous les sens dans cette émission, ça se passe ici et nulle part. 3 possibilités pour nous joindre, pour réagir à nos sujets, GG 8037, où vous faites le 657 39 13 13, si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder par le 00224, où vous allez sur le site de la radio, le www.espacefm-guinée.info. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission. Il était recherché, traqué. Finalement, le grappin a été mis sur lui hier du côté d'Abidjan, extradé donc à Conakry. Le jeune Tamsir, accusé de viol sur une jeune fille, a passé sa première nuit en prison à la maison centrale de Conakry où il attend son jugement. Comment en est-on arrivé à cette arrestation? Commissaire Boubacar Kassé, il est directeur de la sûreté urbaine de Conakry, porte-parole de la police nationale. Vous l'entendrez ce matin chez nous. Le FIDAO QV 2015 s'ouvre ce jeudi à Touba dans un contexte marqué par des tensions autour d'un projet de nouvelle mosquée, et un projet qui divise sur place. L'occasion est tout de même bonne pour laver le linge sale en famille et c'est à cela que les fils de Touba vont s'atteler entre aujourd'hui et demain vendredi. Faut-il espérer une solution à cette crise? Par ailleurs, quelle lecture fait-il de l'actualité autour de son parti, l'UFDG? Monsieur Ousmane Gawal Diallo, député uninominal de Gawal. Nous allons l'avoir ce matin par téléphone. Ils ont été accommodés de toutes pièces, qualifiés des seigneurs de la violence politique dans la capitale Conakry. Ils ont été au cœur de toutes les manifestations de rue organisées à l'initiative de l'opposition guinéenne. Les jeunes de l'Axe Amdalaï Kagbele n'entendent pas baisser les bras. Leur credo, l'instauration d'une nouvelle gouvernance en Guinée. Comment comptent-ils s'y prendre après l'élection présidentielle de 2015? Monsieur Mamadou Siré Diallo, il est coordinateur du mouvement Aradan, des jeunes leaders de l'Axe Amdalaï Kagbele. Il sera accompagné d'un autre jeune. Nous allons les recevoir un peu plus tard dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, ces jeunes qui nous sont venus de l'Abbé, Alassane Ba, Boubacar So, ils sont inventeurs de plusieurs objets. Ils sont accompagnés de Sali Bilali So et Alpha Mamadou Bobo Baldé qui les encadrent. Et ils sont à Conakry pour nous parler de leur invention. On l'a bien dit, le génie guinéen marche à l'intérieur du pays, mais méconnu et non valorisé en dépit des conditions de travail assez limitées et la modicité des moyens. 2 jeunes Guinéens tentent du mieux qu'ils peuvent d'inventer des objets tels des avions et des véhicules. Vous les entendrez dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed, bonjour. Bonjour Aboubacar. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubacar Diallo. Bonjour Moussa Yoruba. Bonjour Aboubacar. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour Roby. Bonjour. Mais avant de commencer cette émission, il faut rappeler que hier, on devait recevoir ici le capitaine du Silicadet après leur débâcle en Chili. Il devait venir expliquer les conditions dans lesquelles cette équipe est partie au Chili et les conditions dans lesquelles ils sont revenus. Et on était malheureusement obligé d'informer les auditeurs qui n'étaient pas là pour des raisons très précises. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il a été enlevé hier en venant. Mais non, mais on l'a eu, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est grave. Les gars de la fédération... Il est enlevé? Oui, mais enfin, enlevé, c'est trop dire. C'est trop dire mais il a été détourné de son chemin parce qu'il venait expliquer des choses dont les gens de la fédération ne voulaient pas. Il a été enlevé du côté de l'aéroport par un monsieur, il faut protéger l'identité des gens, par un monsieur de la fédération. Pendant qu'il venait ici pour faire l'émission avec nous, il aurait été appelé au téléphone et on lui aurait demandé où tu es. De rebrousser chemin? Non, pas de rebrousser chemin, on lui a demandé sa position. Ouais. Il a dit qu'il est au niveau de l'aéroport. Et on lui a dit, ok, tu es au niveau de l'aéroport, gare là, il y a un monsieur qui va venir, il doit te donner quelque chose. Le jeune, il gare, le monsieur vient, il lui demande de monter dans sa voiture. Le jeune monte dans sa voiture, c'est quelqu'un qu'il connaît puisqu'il travaille avec lui, c'est un gars de la fédération, donc il lui fait confiance. Ouais. Il monte dans sa voiture, le gars le ramène chez lui, chez le monsieur. Et on lui dit, non, tu ne vas pas là-bas,
Parce que si tu vas là-bas, ce que tu vas dire va nous compromettre. Mais bon Dieu, ça veut dire qu'on cache tellement de choses à la fédération. Et le jeune, il a pris la responsabilité sur lui de venir expliquer les conditions dans lesquelles ils sont partis au Chili et les conditions dans lesquelles... Qui tremble à la fédération? Il y a beaucoup de gens qui tremblent là-bas. On nous parle de $20 000, de $3 000. On lui aurait même empêché de rencontrer le président de la République. Ça veut dire que cette équipe, en partant à Chili, n'a pas reçu officiellement le drapeau de la Guinée pour aller représenter notre équipe, notre pays à cette compétition. Et il semblerait d'ailleurs que le président de la République demande des comptes par rapport à cela. Donc c'est grave, ce qui se passe à la fédération, c'est très grave. Oui, parce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre, cette équipe Ahmed a tout de même fini 3e à la CAN et elle avait même battu le Nigeria qui a fini, qui s'est hissé finalement sur le toit du monde. Et on ne peut pas comprendre que cette équipe finisse ainsi quand même dès le premier tour, qu'elle soit éliminée dès le premier tour. Ben, écoutez, ça se comprend un peu parce que hier, si vous vous souvenez, il y avait le ministre Gandhi qui était dans ce studio, qui est d'ailleurs revenu sur cette question. C'est clair qu'il y a une question de formation, mais quand on me parle des conditions. Je comprends pas trop parce que je pense qu'ils ont même eu. Qui a peur que le capitaine du Silicon s'exprime? J'en sais rien. Mais ce qui reste clair, c'est qu'ils ont même eu les meilleures conditions que les équipes qui ont remporté la coupe. Si, le Mali, s'il vous plaît. Attendez, Ahmed. Je peux continuer? On connaît quelques dessous, hein, Ahmed. Je peux continuer? Attention, oui. Alors, si vous connaissez les dessous, je vous laisse parler. Alors, vous m'avez interrogé. Je vous dis ce que je pense et ce que je sais. Mais accepte l'interactivité. Quand vous dites qu'ils ont eu les meilleures conditions, attendez quand même. Je tombe des nues. Quand on va acheter les équipements d'une équipe nationale au marché comme à Yengema, vous parlez de meilleures conditions, Ahmed? Je peux continuer? Ok. Je n'ai pas cette information, c'est vous qui me donnez l'information. Ouais. Ce que je dis tout simplement... On sait assez de choses, Ahmed. S'il vous plaît. Ouais. Le Mali a fait 1 semaine de stage. Les Guinéens ont fait 4 mois de stage au Maroc. Et, écoutez... C'est pas... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans quelles conditions? Au Maroc. Dans quelles conditions au Maroc? Dans quelles conditions? La question n'est pas de faire. La question n'est pas la durée du stage. Voilà. La question, c'est les conditions dans lesquelles on peut faire 2 semaines de stage dans des conditions meilleures que ceux qui ont fait 1 an de stage. Et on parle de primes, etc. Nous sommes en train de mener l'enquête parce que celui qui a détourné le chemin de Kourouma hier pendant qu'il venait s'expliquer, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le dise publiquement. Ceux qui empêchent Kourouma de parler, il faut qu'on le dise. C'est qui? Et ceux qui empêchent Kourouma de rencontrer le président parce que les jeunes ont quand même envie d'aller expliquer leur galère du côté de la Chili. Il faut qu'on le sache, il faut que ça se sache. Pourquoi ils ont peur à la fédération que les jeunes parlent? Peut-être qu'il n'y a pas qu'à la fédération qu'on a peur hein, que ce jeune parle. Mais de toute façon, Ahmed, c'est pas totalement clair cette histoire des primes concernant ces jeunes cadets. Je vous dis ce que je sais. Et je vous dis, voilà ce qui s'est passé sur le terrain, dont les informations dont je dispose. Le reste, vous les donnerez puisque vous en avez. C'est comme ça. Je pense qu'on doit se compléter dans ce studio. Absolument. Ouais. Vous avez des informations, après vous aurez la parole. En tant que journaliste, vous avez mené vos enquêtes, vous allez les donner. Bien sûr. Je vous dis alors ce dont je dispose. Je vous dis que ces jeunes ont fait 4 mois de stage, tout frais payé et dans de meilleures conditions. Ben non. Je veux... Non, c'est mon point. Écoutez. Ouais. Alors, soit vous me laissez parler ou vous... Non, allez-y, alors, accepte quand même. Non, je suis d'accord, mais si je ne peux pas expliquer ce que j'ai comme information, quand vous parlez de meilleures conditions, alors que les garçons n'avaient même pas de paire de marque, n'avaient pas d'équipement, n'avaient pas de tenue de sport, c'est assez grave. Hein. Oui, c'est pourquoi ils ont porté des lépis pour jouer sur le terrain, c'est ça. C'est des lépis qu'ils ont portés et des sandalettes. Et ça y ressemblait beaucoup. Oui, justement, c'est pourquoi ils ont porté ça pour jouer. Je dis tout simplement, je m'en fous de la fédération ou de qui que ce soit. Moi, je dis ce que je sais et je dis les conditions dans lesquelles les joueurs se sont retrouvés. Je suis revenu sur un aspect ici. Ces joueurs devaient être payés à 50 000 francs par jour pas par jour, je crois, pour tout le stage, ils devaient être payés 50 000 francs selon les tests guinéens. Vous savez à combien ils ont été payés? À 3 000 francs, à 3 000 $. Ils devaient être payés à 150 000 francs guinéens pour les primes de participation. Vous savez, ça a été relevé à combien? À 2 000 $. Donc, je peux vous poser une question, Ahmed. Combien ces jeunes garçons ont reçu? Vous savez qu'il y en a beaucoup parmi eux qui ont perdu 2 années de scolarité. Combien ont-ils reçu pour leur participation à la Coupe du Monde au Chili? Je sais pas. Vous allez me donner l'information. Peut-être que vous disposez. C'est ce que je vous dis. Écoutez,
Moi, je pense que le football guinéen aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à penser comme ça. C'est une question de formation. Nos enfants ont besoin de formation. Il faut des écoles de sport et de foot dans ce pays. Si on n'en a pas, on mettra toutes les conditions qu'on veut, mais les enfants ne pourront jamais se hisser sur le plateau international ou même sur le plateau national. Ici, ça va être du football local qu'on va aller montrer ailleurs, pendant que d'autres sont en train de nous montrer le football académique. Ça ne pourra pas marcher. Moi, parler de sous, de ceci et de cela, ça ne me regarde pas. Je pense que le ministère des Finances existe. Le ministère des Finances demandera des comptes à qui de droit. On est d'accord, Ahmed. Mais quoi qu'il arrive, il faut une explication pour comprendre la contre-performance de cette équipe. On ne peut pas aller à une CAN et finir 3e et aller chuter de cette manière. Écoutez, on a besoin, Roby, si vous permettez, on a besoin de formation, c'est vrai, mais il y a Anguille sous roche. Pourquoi ce jeune n'a pas pu venir hier s'expliquer? Ça veut dire qu'on cache des choses. Et c'est ça le plus souvent le problème dans ce pays. C'est vrai que les jeunes, ils ont de la volonté et tout ce qu'on met à leur disposition. Je ne peux pas imaginer qu'on veuille payer des gens à 50 000 francs. C'est peut-être, je ne sais pas comment ça se calcule là-bas, mais il y a des choses qu'on cache. Je pense qu'on n'a pas besoin de cela. Si nous voulons vraiment que ce sport se développe en Guinée, il faut que les gens sortent des intérêts personnels, qu'on essaie de défendre l'indéfendable. Je pense qu'il faut qu'on nous parle de ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on veut cacher? J'en veux plutôt ce matin à Roby, parce que lui, il a peut-être réussi à avoir le petit. Il a parlé avec le petit. Il devrait quand même poser la question au petit, qui t'a fait dérouter de ton chemin, et dire le nom de la personne ce matin. C'est de ça qu'on a besoin. On est journaliste. Je suis choqué. Il est important de préciser. Dans ce studio que je ne vais pas quand même aller tirer la langue à Kourma pour lui dire absolument il faut que tu me dises non. Non, mais il me dit non. On va pas. Non, le métier, tu sais comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe. J'ai pas besoin de te l'apprendre. Sauf qu'il protège au moins sa source. J'ai pas besoin de te l'apprendre. Oui, moi ce que je voudrais ajouter, je pense que tout ce qui est évoqué ici, qu'il y ait affaire d'argent ou bien affaire de formation, je pense que tout revient à un moment donné au ministère. Si vous dites que le problème du football guinéen, c'est la formation, c'est qui est reconnu par tout le monde, il est alors de la responsabilité de ce département de former ces jeunes. Mais encore une fois, lorsque les conditions sont dénoncées, les conditions d'encadrement... Ils vont pas faire des écoles comme les écoles où on va chaque jour le matin à l'école. Ce n'est pas comme ça, je pense. De toutes les façons, il est de la responsabilité du ministère quand même de s'occuper de la formation. Vous voulez qu'il fasse sa place, à la place du ministère? Qui peut bien le faire à la place du ministère des Sports, Ahmed? Il y a des initiatives privées. Ce sont les clubs. Ce sont les clubs. Monsieur Aboubacar Diallo, s'il vous plaît. Ce sont les clubs. Quand vous allez partout dans le monde, les centres de formation qui existent n'appartiennent pas à l'État de ces différents pays. Ça appartient tout simplement aux clubs qui existent. Quand vous avez un club, vous vous battez pour mettre un centre de formation. Il interdit à l'État d'en construire. Si vous en connaissez, donnez-moi un exemple. Mais là, le centre, alors qu'est-ce qu'il fait du centre de Nongo, le centre de formation qui est là? Ah oui, le centre de formation, bien évidemment. Il appartient à qui? Oui, même si il appartient à l'État. Oui, mais il appartient à l'État, mais mis à la disposition des différentes fédérations. Le centre Blatter. Il y a un gros problème, en tout cas je veux parler moi de la gouvernance au milieu sportif. Il y a un gros problème de gouvernance. In fine, c'est à l'État qu'on va demander des comptes lorsqu'il y a des problèmes. Oui, parce que l'État a un rôle non négligeable. C'est celui de contrôleur, justement de ce qui se passe dans toutes ces sphères-là. Il y a des décaissements. L'État dépense énormément d'argent. Même si ces derniers temps, on le sait tous, à cause de la campagne, ces équipes-là ont été laissées pour compte. Parce que les finances qui devaient notamment y aller, n'eût été ici deux mécènes que nous connaissons tous et qui sont aussi patrons de clubs de football. Tout le monde sait comment ces équipes locales-là, finalement, auraient continué. Tout le monde le sait. Ouais. Maintenant, ce que j'ai envie de dire... tout le monde ne sait pas. Absolument. Écoutez, à un moment donné, pour que ces équipes-là se déplacent, même du côté de Monrovia, il a fallu ici que Bouba Sampil mette la main à la poche. Alors, c'est de cela que je parle justement. Où était l'État pendant ce temps? Pourquoi, par exemple, ne pas doter le département, notamment des sports, de budget conséquent? C'est ça la question que je me pose. Ouais. Maintenant, de l'autre côté, n'oublions pas, on nous dit c'est tout le temps que la fédération n'a pas de compte à rendre à l'État guinéen. C'est faux, archi faux. Parce que les textes internationaux, vous vous rappelez, Akabe nous les avait amenés ici. J'ai ces textes-là aujourd'hui, je les ai lus. Au moins une fois dans l'année, il faut une rencontre justement entre cette fédé-là et l'État guinéen. La question est de savoir, est-ce que c'est l'État qui ne joue pas ce rôle-là? Parce que vous ne pouvez pas quand même injecter des milliards chaque année sans demander des comptes.
ou c'est la fédération qui se rébelle. Dans ce cas, c'est qu'il y a toujours l'absence de l'État. Et ça, on ne peut pas le nier. Malheureusement, le sport n'est pas une priorité chez nous. À l'époque d'Abdoulaye Wade, ce département a été érigé en ministère d'État au Sénégal. Non, mais je vais vous si dire, tu permets, très rapidement, 2-3 mots. S'il n'y avait pas de bonne volonté dans ce pays-là, même le Sidi Senior ne serait pas allé jouer. On sait très bien comme ça se passe. Même des matchs qui joue d'ailleurs ce soir en Namibie. Même des matchs au stade du 28 septembre. Il faut parfois que des particuliers, au moment où il n'y avait pas qu'à l'État, interviennent pour qu'on mette du carburant dans le grand groupe du stade. Alors, qu'est-ce que fait la fédération dans tout ça? Beaucoup de sponsors sont autour de ces Sidi cadets. Beaucoup de gens font des chèques pour les accompagner, pour aller jouer. Qu'est-ce que fait la fédération dans tout ça? Pourquoi ne pas distribuer équitablement cet argent? Ahmed nous parle de stages, etc., de formation. Je suis d'accord, mais ne tournez pas le débat. Les jeunes aujourd'hui sont frustrés. Ils ont envie de parler. Nous, la question qu'on pose, c'est pourquoi on leur empêche de parler. Qui a peur à la fédération? Est-ce le président? Est-ce ceux qui les gèrent, etc. Nous, on a envie de savoir qui a détourné de son chemin le jeune Kourouma hier. Les grandes gueules. Merci Roby. Allez-y Moussa pour clore. Alors moi je vais donner quelques précisions sur les primes de l'équipe nationale cadette, donc qui a été éliminée dans les phases finales de la Coupe du Monde de leur catégorie. Il était prévu donc pour l'indemnité de stage $2000, donc déjà perçu par cette équipe. Stage du côté du Maroc. Oui. Également pour les primes en ce qui concerne prime d'objectif demi-finale, il est prime d'objectif quart de finale plutôt, $2000 également, prime d'objectif demi-finale, $3000, prime d'objectif finale, $3000 également, prime d'objectif finale, $5000. Il est à préciser que les primes d'objectif sont payées seulement après la qualification de l'équipe, donc cadette. Alors moi je me redis une chose. Dans notre football, donc ils n'ont pas gagné des matchs, ils n'ont pas droit à des primes. Alors moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a une seule chose que... Oui, rien n'est écrit par rapport au match nul. Je ne comprends pas une chose. Qu'une équipe qui a certes bien joué, qui a certes brillé dans certaines rencontres, mais qui n'a pas atteint l'objectif final, que cette équipe fasse autant de bruit autour d'elle, je pense qu'il faudrait avoir un peu honte. C'est pas parce que... Non, je vous le dis clairement, c'est mon point de vue. Si c'est mon point de vue. Il faut reconnaître aussi une chose. C'est vrai que dans le football guinéen, il y a des problèmes. Point de vue administratif, gestion, tout ce qui concerne le fonctionnement et surtout de la Fédération guinéenne de football, on sait qu'il y a quelques petits couacs. On parlait récemment de cette guerre intestine qui existe entre Super V et Amadou Diaby. Il y a des problèmes certes, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle du problème du football guinéen, on parle finance, on parle argent. On parle jamais engagement, on parle jamais sur ce patriotisme. C'est pas normal. Vous avez une équipe qui gagnait, mais vous avez une équipe qui ne percevait pas la moitié des primes dont je veux de parler. Quelle moitié? La moitié, elle ne percevait pas cela. Vous comprenez? Vous avez cette équipe. Aujourd'hui, ça a été... Écoutez, moi j'aime bien. Vous savez ce qu'on appelle préparation psychologique. Attends, je vais vous demander une chose. Nos garçons étaient dans des préparation psychologique devant les Anglais, devant les présidents. Vous savez ce que vous ne savez pas. Vous savez par quoi est-ce que ça commence? Moi, j'aimerais que le Guinéen aussi se fasse une certaine pour comprendre que hier j'étais là, aujourd'hui au moins il y a eu quelques avancées. Domani Doré par exemple, lorsque cette histoire a éclaté, j'ai échangé avec certains responsables du ministère, il y a des pourparlers engagés avec le ministère de l'enseignement pour trouver un régime particulier pour ces jeunes afin que leur scolarité, qu'il n'y ait pas un abandon scolaire. Il y a ces pourparlers qui sont déjà en cours afin de trouver un régime particulier pour ces jeunes, mais également au niveau des stages qu'ils peuvent pratiquer, parce que quand même le génie qu'ils ont, le talent qu'ils ont, ça a impressionné beaucoup d'entre nous. Mais il ne faut pas exagérer en mettant tout sur, dans le domaine des finances pour penser. Vous pensez qu'ils vont jouer parce qu'ils sont gentils, ils ont envie de s'épauler pour rien. Mais arrêtez. Mais il y a des problèmes. Mais il faut préciser. Non, je ne suis pas. Je suis très rapidement. Encore une fois, très rapidement pour dire à Moussa Moïse et à Ahmed que ces jeunes garçons-là ne vont pas jouer au football parce que tout simplement, c'est vrai qu'il y a le plaisir du football, mais ils vont pas quand même représenter les pays parce qu'on appelle la Guinée, on est bien gentil. À chaque fois que l'équipe se déplace, on fait des budgets, l'argent sort. Posez-vous la question de savoir. Non, attendez, j'ai jusqu'au bout. Prime par objectif, prime par match, prime par gain. Mais une fois la fédération, sortie à la télé ici pour dire que non, l'équipe n'a pas atteint cet objectif, voilà l'argent que nous avions débloqué, on le retourne, vous l'avez vu, où est la destination de cet argent-là? Mais non, arrêtez, les jeunes ne reçoivent pas l'argent et l'argent disparaît dans le circuit financier. Bien. Non, s'il vous plaît. Si tu permets Ahmed, on va passer dans cette émission. Il y a un point à éclairer. Je pense que Roby est en train de tout mélanger. Parce que, non, s'il vous plaît. Qui paye les primes?
Qui paye les primes? C'est pas la Fédé, c'est le ministère. C'est le ministère qui paye les primes. Alors, vous perdez carrément quand vous parlez de fédération. Bien, alors, si vous parlez de oui, on a débloqué des gros sous, nous, ce que nous savons, c'est que c'est le ministère qui paye. Et on a vu dans ce pays, ce ministère a retourné également de l'argent quand ils sont revenus de différentes compétitions pour dire c'est le reste de ce que nous avons donc ramené. Bien. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Bien, mais que ce soit à la fédération. Oui. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils sont en train de cacher. On veut bien le savoir, ce qu'ils sont en train de cacher. Ouais. Mais je veux, comme Moussa l'a dit, je ne veux pas qu'on soit là à ergoter sur un certain nombre de sujets, tout ça là en parlant de sous et de ceci et de cela. Oui. On a échoué, il faut mettre 4 sur table pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on est en train de faire, mais il ne faut pas spéculer parce que c'est ce qu'on est en train de faire pour autant. Je ne veux pas spéculer. On aura sûrement la chance d'avoir ce jeune. Pas forcément dans ce studio au téléphone. Et il nous dira ce qui s'est passé. Le mal de la Guinée, c'est qu'on ne tire pas les leçons. Et on continue d'accumuler les défaites. On va poursuivre, on va avancer dans cette émission. Mohamed Mara, on a quelques 3 minutes pour vous parler de cette investiture programmée du président Alpha Condé. C'est ramené au 14, mais une double cérémonie en perspective. Double cérémonie en perspective. Personnellement, j'ai du mal à comprendre parce que quand on sait que tout cela va devoir mobiliser des ressources financières importantes, aujourd'hui, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est la Cour constitutionnelle dont l'avis s'impose à tous qui décide que le 14 décembre, le président de la République sera investi. Investir, en français, je crois, c'est donner une dignité à quelqu'un. C'est l'établir dans une dignité pour exercer une fonction. Maintenant, ils disent que pour entrer justement dans cette fonction-là, il faut attendre une semaine plus tard au cours d'une autre cérémonie. Voilà. C'est normal. Écoutez, normal. Parce que c'est le 21 que le pouvoir va réellement commencer. Normalement. Mandat, oui. Notre constitution, ce matin encore. Alors pourquoi ne pas tout faire en une cérémonie? Voilà la bonne question. Voilà la bonne question. Moi, je regardais encore ce matin la constitution qui est très claire. Le président élu entre en fonction le jour de l'expiration de son prédécesseur. Et vu que c'est le même qui se succède, je me demande pourquoi on n'attendrait pas le 21 décembre justement pour faire une seule cérémonie. Maintenant, les deux cérémonies. Coûteux. Primo, moi je me dis aujourd'hui qu'il y a des raisons vraiment politiques dans cette affaire. N'oubliez pas, mais aussi financiers. N'oublions pas que le président de la République vient de fermer les robinets et que les départements ministériels ne peuvent plus décaisser des montants comme ils le veulent. Tout le monde sait justement que dans cette période, entre guillemets, de transition, généralement, on assiste à des saignées financières au niveau de l'État. Ouais. Le président, il a fermé les robinets, donc il faut trouver un moyen justement de sortir de l'argent. Une autre réflexion, quelque chose qui m'apparaît clairement. C'est la personne qui a été nommée justement pour piloter tout ce projet-là d'investiture, c'est-à-dire le ministre directeur de cabinet à la présidente de la République, Dr Diané. Et quand on sait qu'il y avait un directeur de campagne qui est Dr Kassori, qui d'ailleurs, on l'apprend dans la presse, est maintenant du côté de Beijing, au lieu d'être à Conakry justement pour préparer ces festivités-là, maintenant c'est Dr Diané qui détenait déjà le cordon de la bourse pendant la campagne. Absolument. Il n'y a pas de mal. Attendez. Il n'y a pas de mal. Mais régulièrement. Mais attendez que je pose cette question. Ensuite, vous allez y répondre. S'il vous plaît. Ce retournement de situation. Quel retournement de situation? Écoutez, Aboubacar souffrant, je crois que j'ai. Mais l'expression est trop forte. Non. Moi, je pense qu'il y a un retournement de situation. Aujourd'hui, c'est un message peut-être que le président est en train d'envoyer. Peut-être vers tous ceux qui pensent qu'il va forcément nommer un gouvernement de récompense. Vous savez tous très bien dans ce studio que le docteur Kassori aujourd'hui n'est pas du tout à l'aise justement avec la mouvance présidentielle. Tout le monde sait ce qui s'est passé pendant la campagne. Entre une part, docteur Kassori et le ministre secrétaire général à la présidence, mais de l'autre côté, le cordon de la bourse était détenu par docteur Diané. Aujourd'hui, on veut contenter docteur Diané, mais de l'autre côté, les classiques du RPG qui ont été écartés pendant la campagne au profit de Dr Kassori. Aujourd'hui, on veut leur redonner une place au soleil. Donc, c'est quelque chose, moi, je me dis... Attendez, sauf que pour le contribuable guinéen, moi, personnellement, on ne me dit pas combien je vais payer. Oui, justement, pendant la campagne, chacun de nous a payé entre 53 000 francs et près de 75 000 francs guinéens. Chaque citoyen guinéen pour financer ces partis politiques-là. Oui. Alors aujourd'hui, comme ils disent qu'on va prendre à nouveau mon argent pour financer deux fêtes, alors que le président il est réélu. Moi je me dis d'ailleurs que c'était une occasion de faire des choses dans la sobriété, parce qu'on n'a pas besoin, c'est pas un nouveau président qui nous arrive, c'est l'ancien qui est maintenu. Pourquoi ne pas faire les choses dans la sobriété? Moi je me pose cette question. Et aussi rien ne presse.
En vertu de quel texte, de quelle loi, même si la loi ne l'interdit pas, en vertu de quel texte, aujourd'hui, on va avancer cette date-là, alors qu'on sait qu'il va entrer en fonction que le 21. Je pose les questions. C'est bien, Ahmed Kamara. Bon, écoutez, pour l'instant, moi, je vais être prudent. C'est clair que même s'il y a 2 cérémonies, on ne nous a pas annoncé qu'ils vont faire un concert sur la mer et que ça devrait nous coûter de l'argent. Donc, ça peut être fait dans la sobriété. Donc, je vais être prudent afin de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont prévu. Second aspect, je suis contre le fait que le président, comme on le dit, ferme les robinets. L'État doit fonctionner. Absolument, on doit faire des décaissements pour que l'État fonctionne. Pourquoi est-ce que nous sachions son mandat n'est pas fini? Voilà, n'est pas fini. Pourquoi est-ce qu'il décide lui-même de bloquer son mandat sous prétexte que oui, je ne veux pas que les uns et les autres sortent ceci ou ceci. Non, je pense que c'est pas une raison valable. C'est un aveu d'impuissance. Oui, voilà, c'est clair. C'est un aveu d'impuissance. Je pense que ce n'est pas normal. L'État doit fonctionner. On doit permettre à l'administration de fonctionner. Il y a des gens qui ont travaillé pour l'État, qui méritent d'être payés, qui ont besoin d'être payés pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir payer leurs travailleurs. Alors l'État devrait fonctionner. Monsieur le Président, ce n'est pas une bonne stratégie. Bien, les GG continuent dans un instant, le temps d'une pause de 3 minutes. Et derrière, on revient, on parlera des dessous de l'expulsion d'un citoyen nigérian. Moussa Moïse a mené l'enquête. On fera aussi le point sur la prison centrale de Conakry depuis la tentative d'évasion du lundi dernier. Croisade contre les produits contrefaits. Il y a une sorte de partenariat qui va donc se dessiner entre les services spéciaux du colonel Moussa Tchegoro et le ministère du Commerce. Et ça fait grincer des dents dans le milieu des commerçants. Marché de la police aussi, on en parle. On apprend que des sanctions sont tombées. La directrice nationale, notamment des marchés publics, écope d'une suspension. Tout ceci dans moins de 3 minutes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Nos pensées à lui, Chérif Diallo. Cela fait 3 mois, 21 jours qu'il a disparu, porté donc disparu de tous les radars. Nos pensées à lui et à sa famille. Jeune reporter ici au groupe Adafo Média. On va poursuivre cette émission dans un instant. Le génie guinéen marche à l'intérieur, mais méconnu et non valorisé. 4 jeunes nous sont venus de l'Abbé. Vous allez les entendre dans cette émission. Alassane Ba, Boubacar So. Ils sont inventeurs de plusieurs objets, accompagnés de Sali Bilalisso et Alpha Mamadou Bobo Baldé qui les encadrent. On parle aussi de cette affaire Tamsir Touré. Il était recherché, traqué finalement. Le grappin a été mis sur lui du côté de la lagune Ébrié. Il a été ramené à Conakry. Donc, monsieur commissaire Boubacar Kassé plutôt, directeur de la sûreté urbaine de Conakry, porte-parole de la police guinéenne. Nous allons l'écouter d'un moment à l'autre. Le FIDAO 2015 qui s'ouvre ce jeudi du côté de Touba dans un contexte marqué par des tensions autour d'un projet de nouvelle mosquée sur place où M. Ousmane Gawal Diallo, député uninominal de Gawal, nous allons l'écouter ce matin. Et puis 2 jeunes de l'Axe, Amdalaï Kagbele, qui s'invitent dans le débat. Vous allez les recevoir dans la 3e partie de cette émission. M. Mamadou Siré Diallo, il est coordinateur du mouvement Aradan des jeunes leaders de l'Axe Amdalaï Kagbele. Nous allons les interroger dans la 3e partie de cette émission. Moussa, on s'intéresse à cette expulsion. Il y a des dessous. Il y a des dessous. C'est une affaire qui ne fait pas malheureusement le chaud gras de la presse, mais à mon avis qui constitue une histoire assez grave et qui mérite un traitement donc par la presse nationale. Parce qu'il s'agit quand même d'une expulsion et apparemment avec l'enquête que j'ai menée, les résultats que j'ai eus, les preuves, les informations que j'ai, il n'y a pas eu, ça ne s'est pas passé dans les règles de l'art. Ouais. Il s'agit donc rapidement d'une affaire qui débute en 2013, qui oppose vraisemblablement 2 hommes, même si le deuxième dont je parlerai ne dit qu'il n'y a pas grand-chose. Il s'agit donc d'une affaire qui concerne Fidelis Okafor et Kalo Okassi. Vous comprendrez que nous sommes dans la communauté nigériane en Guinée-Conakry. Ouais. Et ce sont 2 personnes influentes de la communauté nigériane, mais au sein de la communauté nigériane, vous savez, il y a des tribus. Donc, elles appartiennent, ces 2 personnes, à la tribu des Ibo. Ouais. Alors, les Ibo sont bien organisés, à l'image d'ailleurs du Nigeria. Quand vous suivez leurs films, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine attache à leur culture, à leur tradition. Et du coup, les Ibo, ils ont toujours eu des rois.
partout où il se trouve, les rois constituent un peu le chef. Donc c'est un peu voilà, une sorte de sanctuaire où toute la communauté vient demander conseil, vient demander appui lorsque le besoin existe. Alors donc la tribu de Ibo, les 2 hommes appartiennent à cette tribu, mais il se trouve que puisque la communauté s'est agrandie, il fallait qu'il y ait un roi, à l'image des autres diasporas nigérianes, donc de par le monde. Donc, Kalo Okassi est en Guinée bien avant Fidelis Okafor. Mais, de démarche en démarche, c'est Fidelis Okafor qui a été donc propulsé par la communauté nigériane ici. Comme roi, qui a fait les démarches. On l'appelle l'Igwe. Bien sûr, qui a fait les démarches qu'il faut. Et il a été intronisé en 2013 par la communauté Ibo avec la bénédiction, parce que tu ne peux pas être intronisé rien que par la communauté. Il faut que tu aies une attache au Nigeria. Donc tu dois faire le déplacement au Nigeria, aller rencontrer le sage, le cercle des rois du Nigeria, des Ibo, qui vont t'écouter, te donner leur quitus, et à ton intronisation, ils feront venir une délégation pour assister à toute la cérémonie. Donc, ce qui a été fait par Fidelis Okafor, il a reçu la bénédiction des rois Ibo du Nigeria. Les documents de son intronisation lui ont été remis. Le déplacement de 3 sages d'ailleurs, donc du côté du Belvédère, sont des démarches illustratives de son intronisation. Ouais. Il a organisé, entre-temps, je rappelle quelques petites péripéties, il a organisé la fête des Ignames, parce que quand tu es intronisé, tu dois réellement faire vivre la communauté. Il a organisé la fête des Ignames le 12 septembre dernier, avec la présence du ministre de la Culture, du gouverneur de la ville de Conakry et de son cabinet. Il a été invité à la quinzaine artistique au niveau de la Blue Zone de Conakry. Il a aussi pris part à la cérémonie inaugurale du barrage hydroélectrique de Kaleta. Oui. Il a pris des photos. Vous savez, quand il sort, il y a toutes sortes de parures royales, lui et sa suite. Oui. Donc ça a impressionné, il a pris des photos avec des personnalités, notamment le Premier ministre, le gouverneur et Doncas. Ces photos ont été postées sur Facebook, sur lui, sa page Facebook. Oui. Alors, les problèmes commencent. Le second, dont j'ai parlé, donc de Kalo, qui estime que, étant plus ancien en Guinée, étant donc là depuis longtemps et ayant tissé des relations solides avec de hauts responsables de ce pays, il voit un peu très mal que ce soit celui qui est arrivé avant lui et de surcroît moins âgé que lui qui soit intronisé roi. Donc cette histoire a complètement éclaté au sein de la communauté nigériane et il y a eu beaucoup d'intimidations. Je vous rappelle quelques petites intimidations. Le 11 septembre, avant la fête des Ignames dont je viens de parler, il y a eu une descente dans la boutique de ce monsieur. Parce que c'est bien que tu sois intronisé roi, tu donnes des conseils, mais il faudrait que tu aies une certaine assise financière. Ouais. En cas de problème au sein de la communauté, il arrive certainement que des Nigérians épousent des Guinéennes ou voilà, qu'ils se retrouvent dans des problèmes. Bon, il faut avoir une certaine assise financière pour aider la communauté. Donc, il a des boutiques du côté de Dixine et il a un bureau avec une ONG qu'il a créée qui s'appelle ONA, je vais dire ça dans leur langue, Oanese, qui signifie en résumé le rassemblement des ressortissants Ibo. Donc sa boutique, il y a une descente musclée là, des agents en uniforme qui appartiendraient à l'équipe de Moussa Tchegbro Camara. Ouais. Donc cette descente, c'était pour vérifier s'il n'y avait pas d'activité illégale et tout cela. Rien n'a été trouvé. La deuxième descente, c'était le 22 octobre, dans la deuxième boutique du monsieur, située au niveau du foyer des jeunes. Encore, c'était pour les mêmes perquisitions, ils n'avaient rien trouvé. Et donc, au niveau de la direction des opérations menées par Tchegbro, des informations, parce que j'ai recoupé un peu, pas directement avec Moussa Tchegbro, mais avec certaines personnes, on parle du chef de cette opération qui serait un certain Célestin. Donc, qui a appelé Fidelis pour lui dire, tiens, il faut que tu viennes négocier. Tu viens négocier pour que tu aies une certaine paix. Il faut que tu viennes négocier afin que, voilà, que tout se déroule comme... voilà. Donc, il n'a pas accepté de négocier parce qu'il ne comprenait pas le sens de la négociation. Donc, ces hommes ont été retenus, enfermés contre le gré pendant quelques temps. Puisqu'il n'a pas accepté de négocier, ils ont été relâchés. Ouais. Il a été convoqué au bureau du gouverneur récemment. Dans le bureau du gouverneur, il devrait avoir un échange avec le gouverneur et Moussa Tchegbro pour vraiment tirer toute la lumière sur cette affaire. Mais arrivé à la réception, parce que j'ai parlé avec un travailleur du gouvernorat, oui. C'est à la réception du gouvernorat qu'il a été arrêté, embarqué dans le véhicule et amené dans une sorte de géole.
Donc le monsieur est resté là pendant quelques jours. Il n'a pas eu le tête-à-tête avec le gouverneur. Le gouverneur n'a pas été peut-être informé qu'il était venu à ce rendez-vous que lui-même a convoqué. Et donc il a été retenu contre son gré pendant 3 jours. Le 4e jour, il a été expulsé de la Guinée. Expulsé comment? Dans les conditions, parce que j'ai échangé avec les avocats, dans les conditions assez graves. Alors, au niveau du ministère des droits de l'homme, on a essayé de comprendre parce que le ministre des droits de l'homme a dépêché l'un de ses cadres au niveau du ministère de l'Intérieur pour chercher à comprendre pour quelles raisons on veut expulser un citoyen nigérien légalement installé en République de Guinée qui fait une activité connue de tous et qui n'est pas en porte-à-faux avec la loi. Et qui plus est, intronisé au roi. Absolument. N'est-ce pas? On lui dit, bon, écoutez, selon les informations, les arguments qui ont été annoncés, qui ont été donnés, c'est qu'il a pris des photos avec des personnalités guinéennes. Il a posté ces photos sur sa page Facebook avec ses parures royales et tout cela, parce qu'on lui aurait demandé, bien entendu, de ne pas porter ce genre de parures, de ne pas mettre ce genre de photos en public. Il a dit, mais je n'ai pas été le seul à mettre ces photos. Ça a commencé par les personnalités guinéennes elles-mêmes. Elles ont été très très joyeuses de prendre des photos avec mon vêtement. Le roi de la communauté nigériane. Donc, c'était l'argument principal. Mais je vais vous dire, le monsieur, c'est à 3 heures de la DPJ, parce qu'il a été retenu là, de la DPJ jusqu'à l'aéroport de Conakry, expulsé. Si c'était une expulsion qui se passait au regard de la loi, dans les règles de l'art, arrivé sur le territoire nigérien, il aurait déjà été, il ne serait pas en liberté. Il aurait été déjà entre les griffes de la justice nigériane, parce qu'il aurait commis quelque chose d'assez grave en Guinée. Mais du côté du Nigeria, il est tranquille. Il ne sait pas pour quelle raison on l'a expulsé de la sorte. Du côté du ministère de l'Intérieur, lorsqu'on a cherché à comprendre, je n'ai pas échangé avec le ministre de l'Intérieur, mais avec certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, on a dit qu'ils n'ont pas délivré, eux, là-bas, un document qui permettrait l'expulsion de monsieur Fidelis Okafor. Donc, au jour d'aujourd'hui, voici une affaire assez grave. Mais c'est une affaire qui a des ramifications. La question, qui a expulsé finalement Okafor? C'est ce que j'ai envie de comprendre. Parce que c'est quand même, tout le temps, c'était quand même les services anti-drogue de Moussa Tchekbro qui faisaient la navette. J'ai fait quelques rapprochements. C'est une affaire qui a beaucoup de relents financiers. C'est une affaire de gros sous. De gros sous parce que ça ne t'apporte pas grand-chose quand tu es roi, mais tu as énormément de privilèges. Énormément de privilèges, des voyages, parce qu'ils prennent très au sérieux, même l'État fédéral nigérien, ils prennent très au sérieux les différents rois Igbo. Et donc, le deuxième, celui qui cherche à avoir le poste, qui veut être intronisé aussi roi, monsieur Kalo Okassi, il a des moyens financiers importants. Mais il se trouve qu'il a une acquaintance avec Moussa Tchekbro Camara, parce que ça au moins c'est clair. Et c'est quand même l'un de ses fils qui porte le nom de Moussa Tchekbro Camara. Vous savez, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Je dis ce qui est, ce qui existe. C'est la vérité, vous comprenez? Alors, si de telle sorte se passe, c'est que ce dernier soit aspirant au poste de roi des Igbo dans la communauté guinéenne, de la communauté nigérienne en Guinée, et que ce dernier réussisse, parce qu'on nous a quand même confié, parce que le président de la communauté nigérienne, c'est quand même quelqu'un qui est censé être neutre. J'ai échangé avec le président de la communauté nigérienne en Guinée, qui nous a clairement dit, il dit, je ne comprends pas pourquoi ce citoyen a été expulsé, qui a quand même dit qu'on ne pouvait rien lui reprocher, parce qu'il était légalement installé sur le territoire guinéen, et qui a confirmer certaines informations que j'avais à ma possession. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a expulsé de façon illégale, à mon avis, un ressortissant nigérien légalement installé en République de Guinée. Il faudrait qu'on nous dise comment cela s'est déroulé, quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche réellement et pourquoi cela s'est fait avec le mutisme du ministère de la Sécurité et du ministère plutôt de l'Intérieur, le ministère également de la Justice. Pourquoi cela s'est fait ainsi? Parce que la communauté, ça contribue à diviser la communauté nigériane qui se trouve en Guinée. C'est même pas une question. Nous allons même pas la division seulement, c'est un manque de respect pour l'État fédéral du Nigeria. Nous allons revenir sur ces détails avec, bien entendu, parce que le temps ne le permet pas, sinon on aura appelé monsieur Fidelis Okafor depuis le Nigeria, parce que ces activités continuent là. Donc il paye certainement des taxes, il paye des impôts. Lui, on l'expulse pour des raisons qu'on ne comprend pas. Il y a des dessous. Je reviendrai
plus en détail la semaine prochaine sur cette enquête. Ce que moi je retiens. Je vais apporter quelques précisions. Oui, en une minute. Oui, que je suis également avec Moussa depuis un certain temps. Je veux juste, quand il dit par exemple qu'un des enfants de cet aspirant à être chef porte le nom de Moussa Kegboro Camara, cela est avéré, c'est un fait. Je parlais pas plus tard qu'avant-hier encore avec certains responsables de cette communauté-là. C'est une affaire que je suis de très près depuis un certain temps. Mais il faut reconnaître que le chef Okafor a subi énormément de pression de la part du colonel Moussa Kegboro Camara en personne. Eh bien. Moi, je me pose une question. Qu'est-ce que les services spéciaux chargés de la lutte contre la grande criminalité et la drogue ont à voir avec une affaire d'association entre des citoyens guinéens ou étrangers vivant sur le sol guinéen? C'est une question que moi je me pose. C'est une question. Parce que là, il ne s'agit pas d'une affaire de criminalité. Et je vais encore vous dire plus. C'est qu'à aucun moment, l'ambassade, ni le consulat, ni l'ambassade n'ont été touchés de ce problème. Bien, Mohamed. Le ressortissant a été expulsé et aujourd'hui, il y a une grosse colère de ce côté-là, de la part du colonel. Et attention, apparemment, le colonel Moussa Kegboro, ce n'est pas le seul fait d'abus de pouvoir. La semaine à venir, je viendrai ici avec une affaire d'écoute téléphonique. Aujourd'hui, au sein de ces services-là, on peut mettre sur écoute qui on veut sans respecter les règles de l'art. Il y a énormément d'abus dans ces services-là. Avant de vous laisser boucler, je le rappelle et je le dis toujours, j'ai des doutes sur les compétences de M. Kegboro. Eh bien, je reviendrai là-dessus. On parlera de colonel Moussa Kegboro. Alors finalement, ses oreilles vont beaucoup siffler ce matin parce qu'on parle là de ce partenariat qui se dessine entre ces services et le ministère du Commerce. Moussa Hiro va vous en dire plus dans la deuxième partie. La radio, c'est l'heure. Nous partons pour la publicité. Derrière, toute l'équipe des GG vous retrouve. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.